Basse-Terre. À 5h30, Dennis Flench était encore en train de faire la conversation à l'éboueur. Cet éboueur s'appelait Rocco Scarsione. Vers 9h du matin, juste après avoir fini sa tournée, il était arrivé à la résidence de Flench avec une pelure d'orange encore accrochée à son bleu et une dame Jeanne de Muscat maison à son poing énorme, constellée de marcs de café. « Hé, Sfassim !» hurla-t-il à l'entrée de la salle à manger. « J'ai du vin, descends !»« Chouette !» brailla Flench à son tour, en décidant, après tout, de ne pas aller bosser. Il téléphona chez Wapps et Winson, avocat à la cour, et il tomba sur la secrétaire de quelqu'un. « Ici, Flench. »« Non. » Elle avait commencé à émettre des protestations. « On verra ça plus tard. » Et il raccrocha. Là-dessus, il avait passé le reste de la journée avec Rocco, à boire le muscat en écoutant une chaîne stéréo à $1000 que Cindy lui avait fait acheter et dont elle ne s'était jamais servie, apparemment, sauf pour y poser un plateau d'amuse-gueule ou de verres à cocktail. Cindy, c'était Madame Flench. Inutile de préciser qu'elle n'appréciait que modérément les dames Jeanne de Muscat et tout ce qui s'ensuit. Et puis, elle détestait Rocco Scarsione, ainsi que tous les autres amis de son mari. « Tâche de garder tous ces cinglés dans la salle de jeu, vociférait-elle, en brandissant son shaker. « T'es vraiment la société protectrice des animaux, ajoutait-elle. Et je me demande même s'il n'y en a pas certains qui le refuseraient. » Flench, mais il se gardait bien de le faire, aurait dû répondre « D'abord, Rocco Scarsione n'est pas un animal. C'est un éboueur qui éprouve en particulier une véritable passion pour Vivaldi. » Et c'était justement Vivaldi qu'ils étaient en train d'écouter. Le 6e concerto pour violon, intitulé « Il Piazzere », tandis que Cindy arpentait lourdement les pièces du haut. Il sembla à Flench qu'elle était en train de briser des objets. Parfois, il se demandait comment serait la vie sans un premier étage, et comment les gens réussissaient à survivre dans une maison de style ranch sans devenir enragés. La maison des Flench était perchée sur une falaise qui dominait le détroit. Elle était construite pour évoquer vaguement un cottage anglais. Un clergyman de l'église épiscopale avait imaginé la chose dans les années 20. Il faisait en plus la contrebande de l'alcool avec le Canada. Toute la population de la côte nord de Long Island avait dû faire pareil à l'époque, car il existe là une infinité de pointes, de criques, de goulets, d'anses, complètement inconnus des agents fédéraux. Cet homme d'église devait être particulièrement romanesque. La maison se dressait sur un tertre gazonné, de la couleur des bêtes préhistoriques les plus hirsutes. Il y avait à l'intérieur des cachettes comme on en construisait jadis pour les prêtres réfractaires, des passages secrets et des pièces aux angles bizarres. La salle de jeu donnait sur une cave d'où partaient d'innombrables souterrains qui ressemblaient aux tentacules d'une pieuvre en folie et qui aboutissaient à des cul-de-sac, à des puisards, à des citernes abandonnées et parfois à un cellier secret. Dennis et Cindy Flench avaient passé les 7 années de leur vie conjugale dans cette étrange taupinière au toit de mousse. Flench avait fini par éprouver pour cette demeure une sorte d'attachement ombilical, tissé de lichen, de roseaux et d'ajoncs. C'était pour lui comme une matrice, d'où l'on aurait pu contempler le monde, et quand il se sentait d'humeur tendre, cela lui arrivait assez souvent, il chantait à Cindy cette chanson de Noël, Coward, pour retrouver l'atmosphère des premiers mois de leur mariage, mais aussi pour exprimer l'amour que lui inspirait cette maison. Et nous allons être heureux, comme des oiseaux dans un arbre, sur la mer et dans les cieux. Mais les chansons de Noël Coward ne reflètent pas toujours la réalité. Si Flench ne l'avait pas déjà su, il l'aurait vite deviné. Et si, 7 ans plus tard, il avait découvert que, loin d'être un oiseau sur la branche, il ressemblait davantage à une taupe dans sa galerie, c'était de la faute à Cindy plutôt qu'à la maison. Son analyste, un Mexicain alcoolique complètement cinglé,
qui répondait au nom de Geronimo Diaz, avait naturellement bien des choses à dire sur ce sujet. Chaque semaine, pendant 50 minutes, et tout en sirotant des martinis, Flench se faisait engueuler à propos de sa mère. Qu'avec l'argent que ces séances lui coûtaient, il eût été possible de s'offrir toutes les automobiles, tous les chiens de luxe et toutes les filles visibles sur Park Avenue depuis la fenêtre du docteur. Voilà qui dérangeait moins Flench que l'impression vague d'être pris pour un con. Peut-être était-ce aussi qu'il se considérait comme un enfant légitime de sa génération. À ce titre, Freud étant pour la génération en question comme le lait maternel, il n'apprenait rien de très neuf. Parfois, cependant, la nuit, quand le vent du Connecticut poussait la neige à travers le détroit jusqu'à Long Island, les flocons qui fouettaient le carreau de sa chambre le réveillaient et il se retrouvait en position fétale. Il se trouvait bien pris la main dans le sac, ou plutôt comme une taupe au fond de sa galerie. Il s'agissait moins là d'un comportement que d'un état d'esprit où la neige n'avait rien à voir. Les ronflements de sa femme ressemblaient au flux amniotique quelque part à l'extérieur des couvertures, et le rythme secret de son cœur ne semblait que l'écho des pulsations de la maison. Geronimo Diaz était parfaitement tapé. Cela ne faisait aucun doute. Cependant, sa folie présentait quelque chose de merveilleusement imprévisible, qui ne relevait d'aucun schéma. C'était comme un plasma irrationnel, dans lequel il baignait. Par exemple, il prétendait qu'il était Paganini, et qu'il avait vendu son âme au diable. Il conservait sur son bureau un Stradivarius inestimable, et afin de bien prouver à Flench la réalité de cette hallucination, il se mettait soudain à extraire de l'instrument des sons effroyables, avant de jeter l'archet en s'exclamant « Vous voyez bien !» et depuis ce maudit pacte, incapable de sortir une note. Il passait des séances entières à lire à haute voix des séries de nombres aléatoires ou à se réciter les listes de syllabes d'Ebbinghaus. Il n'accordait pendant ce temps aucune attention à ce que Flench s'efforçait de lui dire. Ces séances étaient insupportables. Alors que Flench essayait d'expliquer ses fantasmes sexuels d'adolescent maladroit, on entendait en contrepoint zap, mog, fud, naf, vob, avec de temps en temps le bruit des glaçons dans le shaker au martini. N'empêche que Flench revenait régulièrement. Peut-être se disait-il que si, jusqu'à la fin de ses jours, il restait prisonnier de la rationalité inébranlable de cette matrice et de sa femme, s'en serait fait de lui. Bref, il n'y avait plus que la folie de Geronimo pour lui faire tenir le coup. De plus, les martinis étaient gratuits. À part son analyste, Flench n'avait qu'une seule autre consolation, la mer, ou plutôt le détroit. Long Island Sound, gris et mugissant comme ses souvenirs. Quand il était petit, on lui avait dit, ou bien l'avait-il lu quelque part, que la mer était une femme. Cette métaphore le poursuivait depuis, déterminant en grande partie ce qu'il était devenu. Cela lui avait d'abord valu de passer 3 ans comme officier de transmission sur un destroyer, à faire des 8 interminablement, sauf pour Flench, au large des côtes coréennes. Plus tard, quand il avait finalement réussi à arracher Cindy à l'appartement de sa mère dans Jackson Heights, il avait déniché cette maison au bord de la mer, accrochée à la falaise. Non sans un certain pédantisme, Geronimo lui avait fait remarquer que la vie avait d'abord connu une forme primitive au fond des eaux. Les formes s'étaient ensuite multipliées, l'eau de mer avait joué le rôle du sang. Des corpuscules et plein d'autres trucs s'y ajoutèrent. C'était devenu ce liquide rouge que nous connaissons aujourd'hui. L'eau de mer était donc bien vraiment dans notre sang. Qui plus est, la mer, plutôt que la terre, comme on l'affirme généralement, c'était bien pour nous tous la véritable image de la mer. Sur ces entrefaites, Flench avait tenté d'assommer le psychiatre à l'aide du Stradivarius. « Mais vous avez dit vous-même que la mer était une femme », protesta Geronimo en sautant sur le bureau. « Chinga tu madre » hurla Flench, fou furieux. « Ah !» s'exclama Geronimo, radieux, « vous voyez bien !» Si bien que rugissante, mugissante ou simplement clapotante,
À 100 pieds sous la fenêtre de sa chambre, la mère était là pour consoler Flench dans ses heures de doute, devenues de plus en plus fréquentes, répétition en miniature des invraisemblables houles du Pacifique, qui donnaient à ses souvenirs une gîte invariable de 30 degrés. Si la déesse Fortune règle vraiment tout ce qui se passe ici-bas, sous cette face de la lune, elle devait avoir un attachement particulier, se disait-il, pour le Pacifique, dont on prétend que c'est l'abîme creusé justement par la lune lorsqu'elle s'arracha à la terre. Un étrange double de Flench était le seul habitant de ce monde incliné. Enfant perdu de la fortune, jeune, farouche, bourlingueur, invétéré, le menton tendu contre le vent qui souffle à 60 nœuds, sa vieille bouffarde serrée entre des dents étincelantes, de quart de nuit à la passerelle, entre un timonier somnolent et le fidèle homme de bar, la conversation obscène de l'équipe radar et une partie effrénée dans l'abri sonar, avec la lune esselée tout là-haut et le sillage du navire pour compagnie. Que fait la lune dans le ciel, avec la tempête qui fait rage? On se le demande un peu. Mais c'était ainsi qu'il s'en souvenait. Il avait connu ça, lui, Dennis Flench, dans la fleur de l'âge, avant l'apparition des signes de la maturité, aussi éloignés que possible. C'était sans doute là l'essentiel, de Jackson 8, encore qu'il écrivit à Cindy un soir sur deux. Son mariage aussi était tout neuf. Maintenant, il commençait à prendre du ventre. Il perdait ses cheveux. Flench se demandait encore comment tout cela avait pu commencer. Tandis que Vivaldi poursuivait ses dissertations sur le plaisir et que Rocco Scarsione se gargarisait avec son muscat. La sonnette de la porte d'entrée retentit au beau milieu du deuxième mouvement, et Cindy, comme un petit fox terrier blond, dégringola l'escalier à toute allure pour y répondre. Avant d'aller ouvrir la porte, elle prit cependant le temps de les regarder d'un sale œil. Debout sur le paillasson se tenait une sorte de gorille à l'œil vicieux, en uniforme de matelot. Elle le contempla, consternée. « Non, gémit-elle, pas encore ce sale con. »« Qui est-ce » demanda Flench. « C'est ce cochon de Pig Bodine, bien sûr, » répondit Cindy, épouvantée. « Au bout de 7 ans, voici de retour cet abruti de Pig Bodine, ton meilleur ami. »« Salut bébé, » dit Pig Bodine. « Ce vieux Pig Bodine !» s'exclama Flench en se mettant debout sur ses pieds. « Entre et viens boire un coup. Rocco, je t'ai déjà parlé de lui. »« Ah, mais non, » dit Cindy, barrant la porte de son corps. Sous l'effet du mariage, Flench ressentait certains signes avant-coureurs, comme pour les crises d'épilepsie. « Non, non, » grognait Cindy d'un air menaçant. « Sortez, allez-vous-en, allez, fichez le camp, vous tous. »« Moi aussi ?» demanda Flench. « Toi aussi. Vous tous, toi, Rocco et Pig. Les 3 mousquetaires, foutez-moi le camp. » « Eh ben, » commenta Flench. Ce n'était pas la première fois, et cela se terminait toujours de la même façon. Il y avait dans la cour une vieille guérite de police abandonnée, dont la police du comté de Nassau s'était servie jadis pour y guetter les excès de vitesse sur la route 25A. Cette guérite avait tellement emballé Cindy qu'elle l'avait fait transporter jusqu'à chez elle. Elle y avait fait pousser du lierre, et elle avait décoré l'intérieur avec des mondrians. Et quand ils s'étaient disputés, c'est là qu'allait dormir Flench. La chose amusante, c'est qu'il s'y sentait tout aussi à l'aise. Il y retrouvait la même sensation de matrice. Il devait y avoir aussi un lien secret de parenté entre Mondrian et Cindy. Il présentait la même austérité et la même logique. « Ok, » dit Flench. « Je prends une couverture et j'irai dormir dans la guérite. »« Pas du tout, » reprit Cindy. « Fous-moi le camp, un point c'est tout. Va-t'en, une fois pour toutes. » Passer sa journée à picoler avec les boeurs, ce n'est pas mal. Mais Pig Bodine, c'est trop. Et trop, c'est trop. « Allons, cocotte, » dit Pig. « Je croyais que tu avais oublié tout ça. Regarde ton mari comme il est content de me revoir. » Pig était arrivé à la gare de Manhasset entre 5 et 6, juste à l'heure de pointe pour les banlieusards. Il s'était trouvé éjecté du compartiment, poussé par les attachés-caisses et les exemplaires pliés du Times. Il s'était retrouvé sur le parking, où il avait volé une MG modèle 51. Ensuite, il s'était lancé à la recherche de Flench.
qui avait été son chef de service pendant la guerre de Corée. Cela faisait 9 jours qu'il avait débarqué sans perme du dragueur Immaculate, ancré à Norfolk, et il avait voulu savoir ce qu'était devenu son vieux copain. La dernière fois que Cindy l'avait vu, c'était justement à Norfolk, le soir de son mariage. Juste avant que son bâtiment rejoignît la 7e flotte, Flench avait réussi à tirer 30 jours de perme, qu'il devait passer avec Cindy en voyage de noces. Seulement Pig, comme les engagés n'avaient pas pu offrir à Flench une dernière soirée entre garçons, s'était amené avec 5 ou 6 copains déguisés en aspirants au cercle naval. Et ils avaient traîné Flench dans East Main Street pour lui offrir un pot. En fait de pot, 15 jours plus tard, Cindy avait reçu un télégramme posté à Cedar Rapids, dans l'Iowa. C'était Flench. Il n'avait plus un sou, et il souffrait d'une terrible gueule de bois. Cindy avait réfléchi pendant 2 jours, et elle lui avait finalement envoyé le prix du ticket d'autocar, à condition qu'il promette de ne plus jamais lui faire rencontrer Pig. Et de fait, elle ne l'avait plus jamais revu, jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant 7 ans, elle n'avait jamais cessé de penser que Pig était bien la créature la plus répugnante qui existât au monde, et elle était bien prête à le prouver. « Sortez par là, dit-elle. Allez jusqu'à la colline et ne revenez plus. Et puis, vous pouvez même sauter du haut de la falaise, ça m'est égal. Toi, l'autre poivreau et cet orang-outan en costume marin. Allez, oust !» Flench se gratta le crâne et la regarda un moment en clignant des yeux. Il ne trouvait rien à dire. Peut-être que s'il avait eu des enfants. L'ironie de la chose était que la marine avait réussi à faire de lui un officier de transmission parfaitement compétent. Mais pour ce qui était de transmettre, maintenant... Bon, finit-il par dire d'une voix lasse. Pas d'accord. Tu peux prendre la Volkswagen, ajouta Cindy. Et n'oublie pas d'emporter une chemise propre et ton nécessaire à raser. Non, répondit Flench, en tenant la porte pour Rocco, qui était resté là, tout bête dans le fond, avec sa dame Jeanne. Non, je partirai avec Rocco, dans la benne. Cindy haussa les épaules. Et je vais me faire pousser la barbe. Ils s'en allèrent. Pig qui n'en revenait pas, Rocco qui chantonnait, et Flench qui sentait déjà une vague nausée lui monter du ventre. Ils s'entassèrent dans la cabine du camion, qui démarra dans un grand bruit de ferraille. Flench se retourna. Il aperçut sa femme qui, debout sur le pas de la porte, les observait. Ils sortirent de l'allée et s'engagèrent sur la route étroite. « Où on va » demanda Rocco. « Je ne sais pas » répondit Flench. « Peut-être que je vais aller à New York me chercher un hôtel. Tu peux aussi bien me laisser à la gare. Et toi, où tu vas aller, Pig ? Je pourrais dormir dans la MG, mais les flics doivent déjà être au courant. » « Écoutez, dit Rocco, il faut que j'aille à la décharge. Et là-bas, j'ai un copain, une sorte de gardien. C'est là qu'il habite. Et c'est pas la place qui manque. Alors, vous pourriez vous installer là. »« Bah, dit Flench, pourquoi pas ?» L'idée lui plaisait assez. Ils prirent donc la direction du sud, vers cette partie de Long Island recouverte de lotissements, de centres commerciaux et de petites usines. Une demi-heure plus tard, ils s'arrêtaient devant la décharge municipale. « C'est fermé, dit Rocco, mais il va nous ouvrir. » Il s'engagea sur un chemin de terre qui faisait le tour de l'incinérateur, construction de briques crues couvertes de tuiles, et qui avait dû être conçu dans les années 30 par quelque architecte fou travaillant pour les domaines. La chose ressemblait à une hacienda mexicaine, sur laquelle on avait greffé des cheminées d'usine. Ils rebondirent ensuite de nid de poule en nid de poule sur une centaine de mètres avant d'arriver enfin à une grille. « Bolingbroke » hurla Rocco. « Viens ouvrir, j'ai apporté du pinard. »« Ok » dit une voix dans l'ombre. Un instant plus tard apparut dans la lumière des phares un gros noir coiffé d'un feutre plat. Il ouvrit la grille et sauta sur le marchepied. Ils abordèrent une longue rampe qui s'enfonçait au centre de la décharge. « C'est ici, chez Bolingbroke, dit Rocco. Vous allez pouvoir vous y installer. » Il descendait toujours. « Alors comme ça, demanda Bolingbroke, vous cherchez un coin où dormir. » Rocco lui expliqua la situation. Bolingbroke fit signe qu'il comprenait. « Les femmes, c'est souvent emmerdant, dit-il. J'en ai 3 ou 4 ici et là, et je suis bien content de m'en être débarrassé.
Seulement voilà, on se fait toujours couillonner. La décharge publique formait vaguement un carré de 800 mètres de côté qui s'enfonçait à une quinzaine de mètres en dessous du niveau des lotissements environnants. Toute la journée, à en croire Rocco, 2 bulldozers des 8 enterraient les ordures ménagères de la rive est. À raison de quelques millimètres par jour, il finirait par combler ce trou. Comme il plongeait son regard dans la pénombre, il sembla à Flensch, bizarrement, voir le destin à l'œuvre. Rocco vida son chargement. Un jour peut-être, dans 50 ans, peut-être davantage, il ne resterait plus de trous, et tout serait nivelé. On ne tarderait pas à y bâtir des maisons. Comme si un ascenseur à l'insupportable lenteur vous emportait jusqu'à un certain étage pour y conférer d'affaires déjà résolues. Il y avait autre chose, cependant. Au bout de la spirale, ne voilà-t-il pas qu'une association vient le hanter? Il n'arrivait pas à la localiser, jusqu'à ce qu'enfin lui revinrent les paroles d'une chanson. Qui penserait qu'à l'époque de la marine moderne, avec ses avions à réaction, ses missiles et ses sous-marins nucléaires, on chantait encore des chansons à virer. Mais Flensch se souvenait d'un maître d'hôtel philippin du nom de Delgado, qui venait dans l'abri radio avec sa guitare pour y chanter le soir pendant des heures. Il existe bien des façons de chanter ces complaintes, mais sans doute à cause du rythme et des paroles qui n'avaient rien à voir avec une biographie personnelle, une vérité particulière semblait marquer l'interprétation de Delgado. Cela bien que ces chants traditionnels ne fussent que mensonges ou au mieux inventions enjolivées, comme ce que l'on racontait en buvant le café chez le Bosco, ou aux messes pendant les parties de poker des soirs de solde, ou encore assis sur les grenades ASM en plage arrière, à attendre le film du soir qui viendrait remplacer une légende ancienne par une autre plus palpable. Bref, le maître d'hôtel préférait chanter. Et Flensch respectait ce choix. Son air favori commençait ainsi. « J'ai un vaisseau dans le nord, le Golden Vanity. Échappera-t-il aux galions espagnols, le long des basses terres ?» Facile de tomber dans le pédantisme et de rappeler que les basses terres constituent la partie sud et sud-est de l'Écosse. La ballade était certainement écossaise. Elle entraînait pour Flensch des associations bizarres, parfaitement irrationnelles. Tous ceux qui ont regardé la pleine mer sous une certaine lumière vous diront que, si l'on se trouve dans l'état d'esprit voulu, l'eau semble se figer, tourne au gris, se change en un désert glauque, étendue désolée qui va jusqu'à l'horizon. On n'aurait qu'à enjamber les filières de roulis pour s'y promener. En emportant sa tente et des provisions, on pourrait aller ainsi de ville en ville. Geronimo n'y voyait qu'une variation sur le complexe du Messie, et sur un ton paternel, le déconseillait formellement à Flensch. Or, Flensch considérait que cette immensité vitreuse et nuageuse était une sorte de basse-terre, qui nécessitait une présence humaine pour être complète. Arriver au niveau de la mer, c'était comme atteindre le point minimum extradimensionnel, l'intersection parfaite du parallèle et du méridien. L'assurance d'une uniformité absolue et sans passion. Et tandis qu'il descendait cette interminable spirale dans le camion de Rocco, il avait découvert qu'il allait atteindre le centre inéluctable des basses-terres. Chaque fois qu'il était loin de Cindy et qu'il pouvait réfléchir tranquillement, il imaginait sa vie comme une surface en changement, à l'image de cette décharge publique sans cesse transformée, et qui passerait de cette forme concave à une surface plane. Ce qui le tracassait, c'était de voir la planète se ratatiner jusqu'à devenir une petite cuvette où il resterait planté, rayon vertical, exposé, tournoyant sur les courbes de sa sphère minuscule. Rocco leur abandonna la dame Jeanne de Muscat, qu'il avait dénichée sous le siège de son camion, et il disparut, rebondissant de trou en trou dans la nuit qui s'épaississait. Bolingbroke déboucha la bouteille et porta le goulot à ses lèvres. Puis la bouteille fit le tour de l'assemblée, et Bolingbroke dit « Bon, maintenant, faut trouver des matelas. » Ils gravirent derrière lui la pente qui s'enroulait autour d'une colonne de gravats. Ils longèrent un demi-arpent de carcasses de frigo, de vieilles bicyclettes, de voitures d'enfants, de machines à laver, d'éviers, de cuvettes de cabinet,
de ressorts à matelas, de télévision, de casseroles, de fait-tout, de cuisinières et de conditionneurs d'air, et ils arrivèrent enfin sur une dune où se trouvaient les matelas. « Et voici le plus grand lit du monde, » annonça Bolingbroke. « Faites votre choix. » Il y en avait des milliers. Flench dénicha un matelas à ressort de 120 et Pig, qui ne s'habituait sans doute jamais à la vie civile, se dégota une paillasse épaisse de 5 centimètres et large de 90. « Autrement, je ne serais pas bien, » dit Pig. « Dépêchez-vous, » leur murmura Bolingbroke, soudain nerveux. Il avait grimpé tout en haut de la dune et il regardait dans la direction d'où ils étaient venus. « Dépêchez-vous, il fait presque nuit. »« Et alors ?» demanda Flench, entraînant son matelas. Il contempla le tas de détritus. « Il y a des rôdeurs la nuit ?»« Quelque chose comme ça, » dit Bolingbroke, mal à l'aise. « Allez, venez. » Ils revinrent lentement sur leurs pas, en silence. Là où le camion s'était arrêté, ils tournèrent à gauche. L'incinérateur se dressait au-dessus d'eux, avec ses grandes cheminées noires sur le fond plus clair du ciel. Ils s'enfoncèrent dans une tranchée étroite, entre des murailles d'ordures hautes de 6 mètres. Flench avait l'impression que cette décharge était une sorte d'île ou d'enclave au cœur d'un pays désolé, un discret royaume dont Bolingbroke aurait été le souverain incontesté. La gorge continuait sur une centaine de mètres, raide et tortueuse. Elle s'élargissait ensuite pour former une petite vallée de vieux pneus de voitures, de camions, de tracteurs et d'avions. La cabane de Bolingbroke se dressait au beau milieu, gréée de papier goudronné, de tôles arrachées à des réfrigérateurs, de poutres diverses, de tuyaux et de planches. « Eh bien, nous voilà chez nous, » annonça Bolingbroke. Et ils s'enfoncèrent à la queue leu-leu dans le labyrinthe. Certaines piles de pneus faisaient bien 4 mètres et menaçaient de les écraser au moindre contact. Il régnait dans l'air une forte odeur de caoutchouc. « Faites attention avec ces matelas, » leur murmura Bolingbroke. « Restez bien en ligne. Il y a des pièges tout autour. »« Des pièges à quoi ?» demanda Pig. Mais ou bien Bolingbroke n'avait pas entendu la question, ou bien il ne souhaitait pas y répondre. Ils arrivèrent à la cabane. Bolingbroke déverrouilla la porte, constituée du flanc d'une lourde caisse d'emballage et munie d'un énorme cadenas. Il régnait à l'intérieur une profonde obscurité. Il n'y avait pas de fenêtre. Bolingbroke alluma une lampe à pétrole, et la lueur jaune et fuligineuse révéla les parois recouvertes de coupures de journaux, extraites apparemment de tout ce qui avait paru depuis la dépression. Un grand poster en couleur de Brigitte Bardot voisinait avec une photo du duc de Windsor prononçant son discours d'abdication et une autre du Hindenburg en flammes. On y voyait également Ruby Keller, Hoover, MacArthur, Jacques Charquet, Weir Larway, Lorraine Bacal et Dieu sait qui, dans cette galerie consacrée à des gloires fanées aussi fragiles que le papier journal des faits divers. Bolingbroke mit le verrou. Ils posèrent leur literie, s'assirent et burent le vin. Dehors, un petit vent s'était levé. Il faisait battre le papier goudronné et il frappait en aveugle les angles irréguliers de la cabane. Ils en vinrent, on ne sait comment, à raconter des récits de mer. Pig commença en disant comment lui et un opérateur sonar, qui répondait au nom de Feeney, avaient à Barcelone volé un fiacre. Ils ne connaissaient rien aux chevaux, et après avoir remonté la jetée au grand galop, ils se retrouvèrent dans l'eau. Tout en pataugeant, ils se dirent que c'était peut-être l'occasion d'aller foutre le bordel à bord du porte-avions Intrepid. Ils auraient mis leur projet à exécution si la vedette de l'Intrepid ne les avait pas rattrapés à quelque encablure. Feeney avait réussi à jeter à l'eau le patron et son gabier. Quand un enseigne mit un terme à la plaisanterie, en lui logeant une balle de Colt 45 dans l'épaule. Flench poursuivit en racontant comment, au cours d'un week-end de printemps à l'université, avec 2 copains, il avait dérobé à la morgue un cadavre de femme. Il l'avait emporté, sur le coup de 3 heures du matin, jusqu'au club de Flench, et il l'avait déposé à côté du président. Celui-ci reposait alors dans son lit, ivre-mort. Le lendemain matin, de bonne heure, par un beau soleil, tous les étudiants en état de se tenir debout allèrent en masse taper à la porte du président.
On y va, grogna une voix pâteuse à l'intérieur. « Oh, mon Dieu! Que se passe-t-il, Vincent » cria quelqu'un. « T'es avec une fille » Et tout le monde de rigoler avec bonne humeur. Un quart d'heure plus tard, la mine grise, avec tous les signes d'une épouvantable gueule de bois, Vincent apparut à la porte, et toute la troupe s'engouffra chez lui. Ils cherchèrent sous le lit, déplacèrent les meubles, ouvrirent les placards, pas de cadavre. Surpris, ils se mirent alors à vider les tiroirs. Mais soudain, on entendit dehors un cri perçant. Ils se précipitèrent à la fenêtre pour voir. Une étudiante venait de s'évanouir dans la rue. On découvrit que Vincent avait noué ensemble ses 3 plus belles cravates et qu'il s'en était servi pour suspendre le cadavre à l'extérieur de la fenêtre. Pig hocha la tête. « Mais, fit-il remarquer, je croyais qu'il s'agissait d'une histoire de mer. » La dame Jeanne était vide. Bolingbroke dégota sous son lit une bouteille de Chianti maison. « Bien sûr, répondit Flench. Mais comme ça, à l'improviste, je n'en ai pas trouvé. Mais la vérité, c'est que, dans le cas de Dennis Flench, les mêmes vagues marines couraient dans ses veines et gonflaient ses rêves. Dans ces conditions, écouter des histoires de mer, c'était parfait. Mais il lui était défendu d'en raconter. Car il se retrouvait, avec son mensonge véridique, dans un état d'étrange contiguïté, tant qu'il restait spectateur. Mais qu'il y participât, et il risquait, peut-être, pas de violer cette sorte d'accord tacite, en tout cas d'en fausser les perspectives. De la même façon, l'observateur de particules subatomiques, par le simple fait de son observation, en modifie le fonctionnement et les données. Alors, il leur avait raconté cette histoire, au hasard, apparemment du moins. Il se demandait ce qu'en dirait Geronimo. Bolingbroke, lui, avait bien une histoire de mer. Il avait passé pas mal de temps à bourlinguer de port en port sur un certain nombre de cargos de mauvaise réputation. Et après la Première Guerre mondiale, il était resté 2 mois sur la plage de Caracas en compagnie d'un certain Sabarez. Ils avaient déserté du cargo d'Edre O'Toole, naviguant sous pavillon panaméen. Bolingbroke s'excusa de ce détail, mais c'était la vérité. En ce temps-là, on pouvait enregistrer n'importe quoi. Un canot à rame, un bordel flottant, un navire de guerre, tout ce qui flottait à Panama. Pour échapper au second, Porsaccio, qui avait la folie des grandeurs. À 3 jours de mer de Port-au-Prince, il avait surgi dans la chambre du capitaine un pistolet Very au poing, et il l'avait menacé de le transformer en fusée d'alarme s'il ne détournait pas son bateau sur Cuba. Il semble qu'il devait y avoir dans la cale plusieurs caisses de fusils et d'armes légères destinées à un groupuscule de ramasseurs de bananes guatémaltèques récemment formés et désireux de mettre un terme à l'hégémonie américaine. L'intention de Porcaccio était de s'emparer du navire, de débarquer à Cuba et de proclamer la souveraineté italienne, indiscutable depuis la découverte de l'île par Christophe Colomb. Pour mener à bien cette mutinerie, il avait recruté 2 graisseurs chinois et un gabier sujet à des crises d'épilepsie. Le capitaine avait éclaté de rire et invité Porcaccio à prendre un verre. Ils avaient refait surface sur le pont 2 jours après, fin sous et se tenant par le cou. Ils n'avaient pas dormi de tout ce temps-là. Le cargo avait pénétré dans une zone de mauvais temps, tout le monde était occupé à amarrer les mâts de charge et à arrimer la cargaison, et, dans la confusion qui régnait, le capitaine réussit à se faire emporter par une lame. Ce fut ainsi que Porcaccio devint capitaine du Dead O'Toole. Mais on fut bientôt à court d'eau de vie, et Porcaccio décida d'aller ravitailler à Caracas. Et il promit à l'équipage chacun son Jéroboam de champagne, le jour où l'on prendrait la Havane. Or, Bolingbroke et Sabarez n'avaient pas envie de participer à l'invasion de Cuba. Sitôt que le bateau fut à quai à Caracas, ils disparurent derrière les collines et vécurent grâce à l'obligeance d'une barmaid, réfugiée arménienne qui répondait au nom de Zenobia. Ils couchèrent avec elle par bordée pendant 2 mois. Finalement, nostalgie de la mer, crise de conscience, à moins que ce ne fût le caractère violent et imprévisible de leur bienfaitrice, ils allèrent se livrer au consul d'Italie. Ce consul se montra très compréhensif. Il les fit embarquer sur un cargo italien en partance pour Gênes
et ils firent la traversée de l'Atlantique à pelleter du charbon comme s'il s'agissait d'alimenter les feux de l'enfer. Il était tard, tout le monde était saoul. Bolingbroke bâilla. « Bonsoir, dit-il, je dois me lever de bonne heure. Et si vous entendez des bruits bizarres, ne vous en faites pas, le verrou est solide. »« Et qui pourrait vouloir entrer ?» demanda Pig. Flench commença à ne pas se sentir trop rassuré. « Personne, » répondit Bolingbroke, « seulement les autres. Ça les reprend de temps en temps. Mais ils y sont jamais parvenus. Et puis, vous avez là un morceau de tuyau s'ils arrivaient. » Là-dessus, il souffla la lampe et tomba sur son lit. « Ouais, » dit Pig. « Mais qui c'est, les autres ?»« Des romanichels, » répondit Bolingbroke, en bâillant à nouveau. Sa voix semblait s'enfoncer dans le sommeil. « Ils vivent ici, sur la décharge, et ils ne sortent que la nuit. » Puis il se tut et ne tarda pas à ronfler. Flench haussa les épaules. « Très bien, il y avait ici des romanichels. Et alors ?» Il se souvenait, quand il était petit, il venait s'installer sur les plages désertes de la côte nord. Il aurait cru que depuis, ils avaient tous disparu. Il était plutôt heureux qu'il n'en fût rien. Cela, d'un sens, lui semblait plus convenable. Il était naturel, somme toute, de trouver des romanichels sur une décharge publique. Tout comme il avait trouvé naturel de croire à la mère de Bolingbroke, élément susceptible de constituer le plasma convenant au fiacre et à Porcaccio ou ses semblables. Sans parler du jeune Flench, dont il se disait parfois qu'à terre, il avait perdu pas mal de son charme et de son mystère. Il finit par s'endormir d'un sommeil agité, accompagné en contrepoint par les ronflements de Bolingbroke et de Pig Bodine. Il n'aurait su dire combien de temps il avait dormi. Il se réveilla dans une obscurité complète. Seule une sensation viscérale lui indiquait qu'il pouvait être 2 ou 3 heures du matin, de ces heures vagues où l'homme n'a rien à voir, et qui semblent réservées aux chats, aux hiboux, aux voyageurs, à tout ce qui fait du bruit dans la nuit. Dehors, le vent soufflait, il essaya d'identifier ce qui l'avait réveillé. Pendant 1 minute, il n'entendit rien. Enfin, il distingua une voix de femme qui se mêlait au bruit du vent. Et voici ce que disait cette voix. « Anglo, Anglo aux cheveux d'or, viens, viens me chercher par le chemin secret. »« Bigre, » se dit Flench. Il secoua Pig. « Hé, ma vieille, il y a une fille dehors. » Pig ouvrit un œil vague. « Terrible, marmonna-t-il. Tu vas la chercher et je te suis. »« Rien du tout, » répondit Flench. « Ce que je veux dire, c'est sans doute une de ces bohémiennes dont parlait Bolingbroke. » Pig s'était remis à ronfler. Flench alla à tâtons vers Bolingbroke. « Hé, elle est là !» Bolingbroke ne dit rien. Flench le secoua rudement. « Elle est là, dehors !» Il sentait souffler un vent de panique. Bolingbroke se tourna de l'autre côté et murmura quelque chose d'inintelligible. Flench leva les bras au ciel. « Bigre !»« Anglo, » poursuivit la fille, « viens, ou alors je m'en irai pour toujours. Viens, Anglo aux cheveux d'or, aux dents étincelantes. » « Mais, se dit Flench, c'est bien moi, ça ? Enfin, pas exactement, plutôt son doppelganger. Le joyeux pirate de cette lointaine époque dans le Pacifique. Il donna un coup de pied à Pig. « Elle veut que je sorte. Qu'en penses-tu » Pig se réveilla tout à fait. « À mon avis, commandant, faut aller faire un rapport. Et si elle est assez chouette, faut la ramener pour que l'équipage en profite aussi. » Reçu. Il alla jusqu'à la porte, il tira le verrou et sortit. « Oh, Anglo, » dit la voix, « enfin tu es venu, suis-moi. » Bon. Il entreprit de se faufiler entre les piles de pneus en priant le ciel de ne pas déclencher un des pièges de Bolingbroke. Il réussit miraculeusement à atteindre sans accident le terrain dégagé. Mais au dernier moment, avait-il posé le pied là où il ne fallait pas ? Il vit tout à coup une immense masse de pneus à neige perdre l'équilibre, rester suspendu sur le ciel étoilé et s'abattre sur lui. Puis tout disparut. Des doigts frais lui passaient sur le front. Il entendait une voix enjôleuse. « Réveille-toi, Anglo, ouvre les yeux, tu n'as rien. » Il ouvrit les yeux et il la vit. Il vit son visage avec de grands yeux pleins d'anxiété qui le contemplaient, et les étoiles dans ses cheveux. Il était étendu à l'extrémité de la tranchée. « Viens, lui dit-elle en souriant, lève-toi. » Certainement.
Il avait mal à la tête, son cœur battait très fort, il réussit enfin à se mettre debout, et il put enfin la voir tout entière. Elle semblait délicieuse à la lueur des étoiles. Elle portait une robe sombre, ses bras et ses jambes étaient nus, délicats. Elle avait le cou long et mince. Sa silhouette était si fragile qu'on eût dit une ombre. De longs cheveux noirs flottaient sur son visage et sur son dos comme une nébuleuse sombre. Elle avait des yeux immenses, un tout petit nez, la lèvre supérieure un peu courte, de très jolies dents et un mignon menton. Bref, un rêve, un ange. Elle devait mesurer environ 1,15 m. Flench se gratta la tête. « Ravi de vous connaître, dit-il. Je m'appelle Dennis Flench. Merci de m'avoir porté secours. »« Je m'appelle Nerissa, dit-elle sans le quitter des yeux. » Il ne trouvait rien à lui dire, comme si toute possibilité de conversation avait soudain disparu. Il lui vint une idée folle. Il pourrait lui parler du problème des nains. Elle lui prit la main. « Viens. » Elle l'entraînait vers la tranchée. « Où va-t-on » demanda Flench. « Chez moi. Ce sera bientôt l'aube. » Flench se mit à réfléchir. « 1 minute, et mes copains, j'abuse de l'hospitalité de Bolingbroke. » Elle ne répondit pas. Il haussa les épaules. « Adieu va. » Elle le précipita dans la tranchée qui grimpait. Une silhouette humaine les observait du tas de gravats. Dans l'ombre, on distinguait d'autres formes. Puis on entendit une guitare, un chant qui s'élevait, une bagarre. Ils s'enfoncèrent parmi les détritus qu'ils avaient longés en allant chercher les matelas. Ils se trouvaient maintenant au milieu de ferrailles et de débris de porcelaine. Elle s'arrêta enfin devant un réfrigérateur General Electric couché sur le fond. Elle ouvrit la porte. « J'espère que tu tiendras dedans, dit-elle. » Puis elle grimpa dedans et disparut. « Seigneur, se dit Flench, mais j'ai grossi. » Il pénétra à son tour. Le réfrigérateur n'avait pas de fond. « Ferme la porte derrière toi, lui cria-t-elle de quelque part en dessous. Il lui obéit, comme dans un rêve. Un rayon lumineux apparut soudain, une torche sans doute pour lui montrer le chemin. Il n'aurait pas imaginé que le dépôt atteignait une si grande épaisseur. Il passait parfois avec difficulté, mais il réussit cependant à se faufiler entre toutes les épaves d'appareils ménagers, sur une profondeur d'environ 10 mètres. Il atteignit enfin l'ouverture d'un tuyau de béton d'un diamètre de 120 centimètres. Elle l'y attendait. Maintenant, ce sera plus facile. Il la suivit à 4 pattes le long d'une pente douce, long de 400 mètres. À la lueur tremblotante de la lampe, qui faisait surgir des ombres, il distinguait d'autres tunnels qui venaient se brancher sur celui-ci. Elle remarqua sa curiosité. « Cela a pris beaucoup de temps, dit-elle. » Et elle lui raconta comment toute la décharge était ainsi parcourue par tout un réseau de galeries et de casemates qui dataient des années 30, où elles avaient été installées par un groupe de terroristes qui s'appelait les Fils de l'Apocalypse rouge, et qui se préparaient pour la Révolution. Les agents fédéraux avaient piqué tout ce joli monde. L'année suivante, les bohémiens s'y installaient. Ils atteignirent un cul-de-sac avec une porte encastrée dans le sol caillouteux. Elle l'ouvrit et ils entrèrent. Elle alluma des bougies qui révélèrent une pièce garnie de tapisseries et de tableaux, un immense lit à 2 places au drap de soie, une armoire, une table, un réfrigérateur. Les questions se pressaient en foule dans la bouche de Flench. Elle lui expliqua le système d'aération, les égouts, la plomberie, l'alimentation électrique qu'on avait installée, sans que la compagnie Long Island Lighting s'aperçût jamais de rien. Le camion dont Bolingbroke se servait le jour et qu'ils utilisaient la nuit pour aller voler ce dont ils avaient besoin. Enfin, la peur à demi superstitieuse qu'ils inspiraient à Bolingbroke. Il ne voulait rien dire aux autorités à leur sujet, de peur de perdre son emploi pour ivrognerie, ou pire. Flench finit par remarquer un gros rat gris assis sur le lit, et qui les regardait avec attention. « Eh, dit-il, il y a un rat sur le lit. »« C'est une rate, elle s'appelle Hyacinthe. Avant que tu viennes, c'était ma seule amie. » Hyacinthe cligna des yeux et resta sur sa réserve. « Charmant, dit Flench, en tendant la main pour lui gratter le crâne. Elle poussa un petit cri et se sauva. « Elle est timide, dit Nerissa. Elle va s'habituer à toi, mais il faut lui en laisser le temps. »« Au fait, demanda Flench,
Combien de temps penses-tu que je vais rester ici? Pourquoi m'as-tu amené? Il y a des années, Violetta, la vieille avec un bandeau sur l'œil, m'a dit la bonne aventure. Elle m'a prédit qu'un Anglo grand aux cheveux d'or m'épouserait, et qu'il aurait des bras vigoureux, et que... Bien sûr, mais nous autres Anglos, nous nous ressemblons tous. Nous sommes des quantités, grands et blonds. Elle fit une petite moue et se mit à pleurer. « Tu ne veux pas de moi pour femme ?» Le problème, dit Flenge, très gêné, c'est que j'en ai déjà une. Enfin, je suis marié. Elle le regarda, les yeux fixes, comme si elle venait de recevoir un coup de poignard, puis elle éclata en sanglots désordonnés. J'ai simplement dit que j'étais marié, je n'ai pas dit que cela m'était particulièrement agréable. Ne sois pas fâché contre moi, Denis, dit-elle d'une voix plaintive. Ne me quitte pas. Dis que tu resteras avec moi. Flenge réfléchit un moment. Le silence fut soudain interrompu par Hyacinthe, qui venait de sauter sur le lit et s'y roulait avec frénésie. La fille la prit affectueusement dans ses bras et entreprit de la consoler en la caressant. Elle ressemblait à une enfant, dont cette rate à son tour aurait été l'enfant. « Tiens, au fait, pourquoi n'avons-nous pas eu d'enfant, Cindy et moi? Cela aurait peut-être tout changé. Le monde devient comme une boule de jeu de quilles. » Oui, il savait. « Oui, c'est entendu, je resterai. » Un petit moment, en tout cas. Elle le regarda avec gravité. Il y avait des vagues couronnées d'écume qui flottaient dans ses yeux. Elle aurait, il le savait, des créatures marines qui croiseraient dans le sous-marin vert de son cœur.